Bonjour à tous et bienvenue sur Oser Podcast, le rendez-vous audio qui vous pousse à franchir le pas. Ici, nous invitons des personnes audacieuses qui ont osé se lancer dans une activité qui les passionne. Alors venez explorer avec moi leur parcours, leur motivation et les histoires inspirantes de personnes aux chemins variés qui ont concrétisé leurs rêves. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille, avec qui on va aborder un sujet très intéressant, le passage de l'entrepreneuriat au salariat, puis le retour à l'entrepreneuriat. Camille a commencé sa carrière d'entrepreneur dans le domaine de la communication avant de rejoindre une agence où elle évoluait dans le même secteur. Aujourd'hui, après un parcours enrichissant en entreprise, elle se forme à un tout nouveau métier, l'hypnothérapie. Dans cet épisode, Camille nous raconte son parcours, les raisons de ses transitions et ce qui l'a motivée à se réorienter vers cette nouvelle forme d'entrepreneuriat. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. J'espère que tu vas bien. Ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et ensuite on va entamer le sujet principal de ce podcast. Ouais. Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, j'habite à Montpellier. En termes de parcours, j'ai fait des études de communication. J'ai toujours su que je voulais faire ça, donc c'est vers là que je me suis dirigée. D'abord, j'étais plutôt en côté créa, j'avais envie de vraiment travailler dans la DA. Et après, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas dans le même mood que les autres en créa. Donc j'ai fait un parcours plus global, j'étais à l'ISCOM, j'ai fait un Master 1 et après je suis partie pour me spécialiser dans la mode. Donc là j'ai changé d'école et j'ai fait un Master en Fashion Marketing. Et c'était hyper intéressant. J'ai eu plein d'expériences du coup, toutes dans le milieu de la mode à ce moment-là, toujours dans la communication digitale. Alors à l'époque c'était le lancement de Facebook et tout, on n'était pas à ce niveau comme aujourd'hui, mais... Voilà, j'ai fait ça. Et après, toutes mes expériences ont toujours tourné autour de l'univers de la mode dans différentes marques. Alors du coup, quand j'étais en études, j'ai travaillé surtout à Paris. Donc il y avait des marques comme Le Tanner, par exemple, qui étaient pas mal à ce niveau-là, avec qu'ils avaient beaucoup de budget au lancement de Facebook, etc. C'était intéressant. Il y avait les petites marques que je préférais. Moi, mon truc, c'était vraiment les petits créateurs. Ça, c'était le truc que je préférais. Et j'ai travaillé chez L'Exception, qui n'existe plus maintenant. C'était un concept store. Génial. Et en fait, ce qui était hyper marrant, c'est qu'à l'époque, donc quand j'étais en fashion marketing, je faisais mon master, tout le monde voulait travailler dans le luxe, vraiment c'était à Paris à chaque fois, et j'étais là pestiférée, genre ils me regardaient en mode, mais moi à chaque fois je me sentais pas concernée, je me disais mais moi j'ai juste envie de travailler avec des petits créateurs dans des petites boîtes, où tu fais plein de trucs, et au final c'est là où je pense L'Exception c'est vraiment l'expérience que j'ai le plus aimée de tout, au niveau humain et au niveau pro. Et après, quand j'ai commencé à vraiment travailler en CDI, hors expérience stage, j'ai travaillé chez Couples tout de suite, comme community manager. Là, pareil, c'était plus du tout une petite boîte, mais hyper enrichissant sur le côté budget à investir dans les sponsors, comment ça fonctionne, comment les différents pôles peuvent fonctionner entre eux, les stratégies à avoir. C'était hyper enrichissant. Et ça mettait vraiment un pied dans mon CV. C'était... de ouf. En termes dans le digital, c'était un gros truc. Ça m'a vraiment ouvert plein de portes, en tout cas. Ouais. Et après, je me suis réorientée sur des petites entreprises. Après, j'ai fait plein de trucs. En fait, j'ai fait vraiment plein de choses. J'ai déménagé à Marseille, j'ai travaillé pour une petite marque. Ah, je savais pas ça. Okay. Ouais. Quand j'ai quitté Couples, c'était pour aller à Marseille. Parce que je voulais rester dans la mode. Ouais. Mais j'avais envie de rentrer dans le sud. Et Marseille, vu que c'est une grosse ville, ça me paraissait être le bon compromis. Du coup, là-bas, j'ai travaillé pour une marque qui s'appelle Les Garçons Faciles. C'est une petite marque de prêt-à-porter. Et on était 3, donc il fallait tout faire, que ce soit le site, les envois... le merch, le digital, le print, tout. Mais j'ai pas du tout aimé Marseille. Ouais. Je suis restée 6 mois et j'ai demandé une rupture et je suis rentrée à Montpellier. Du coup, là, c'était ma première période de chômage et c'est une pendant laquelle j'ai commencé à réfléchir à me mettre en free et profiter du moment, en fait, pour le faire. Et ensuite, j'ai travaillé chez Main Gauche à Montpellier. Et là, j'étais chef de produit. Rien à voir avec la com, le digital. En tout cas, je voulais vraiment essayer de sortir de ça. Et c'est compliqué quand tu fais que ça. Et là, ça s'est mal passé, donc j'ai eu une rupture. Et là, ça y est, j'ai vraiment enclenché le premier projet d'entrepreneuriat. Du coup, ciblé sur les petits créateurs, où je voulais vraiment les accompagner dans leur com, etc. Et souvent, ils n'ont pas assez de budget, ils savent pas comment faire. Donc c'est d'autant plus intéressant pour le côté créatif. Toujours essayer d'innover, mais en même temps, en essayant d'avoir un budget relativement petit. Puis le Covid est arrivé, donc je me sentais pas trop de les démarcher en mode « Coucou, t'as pas de budget, mais je peux t'aider pour ta com ». Même si ça aurait pu être intéressant pour eux à ce moment-là en digital, c'était un peu malvenu.
Donc du coup, j'ai recherché un emploi, vu la situation. Avec le Covid, etc., c'était vraiment pas rassurant. Ok, donc c'est le Covid qui t'a Ouais. fait faire... Ouais, ben vraiment en fait je me voyais... C'est compliqué quand on veut rester dans le milieu de la mode, de démarcher en étant à Montpellier. Ouais. C'est beaucoup plus restreint. Si j'avais été à Paris, franchement, je pense que ça aurait été beaucoup plus fluide. T'as des opportunités à droite, à gauche, t'as des contacts facilement, tu peux faire plein de choses différentes, des shootings, de la créa. Ouais. J'étais pas forcément cantonnée aux réseaux sociaux. Mais à Montpellier, c'est quand même plus difficile de se démarquer et d'aller chercher des budgets. Pour en vivre, en tout cas, c'est plus compliqué. Mais ça se fait, il y en a qui arrivent très bien. Et donc, du coup, j'ai trouvé un CDD chez Gigi Clozo. Ça s'est trop bien passé, remplacement de congé mat, responsable marketing, une dinguerie. Franchement, c'était trop bien. C'était génial, je faisais tout. C'était la charge de travail suffisante pour que je sois assez... un stress positif, disons. Trop cool, hyper intéressant dans la joaillerie. Mais voilà, elle est revenue de son congé mat. Donc du coup, on m'a proposé un poste, mais inférieur. Enfin, du coup, ça n'a aucun sens. Tu passes de responsable marketing à alors, assistant marketing, ça marche pas. C'est pas possible. Donc du coup, là, j'ai demandé une rupture. Enfin, j'ai refusé plutôt le deuxième contrat qu'ils me proposaient. Donc ça m'a ouvert les droits au chômage. Et là, je me suis dit, ok, je me remets en free de toute façon. L'entreprise était bien, mais le côté humain, je pense que ça, c'est une vraie problématique de toutes mes entreprises. Les entreprises que j'ai pu avoir, il y a toujours l'humain qui me pose problème. Et c'est... voilà, je trouve manque d'empathie, manque d'écoute. C'est vraiment un truc où il y a toujours un moment où je finis par me sentir mal. Et ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai envie de partir. Et c'est pourquoi aussi ça m'a dirigée vers le fait de me dire... ok, je vais faire mon business, mon truc, je gère c'est entre moi et moi-même. Et personne ne maltraite personne. Et voilà, tu vois. Et chez Gigi Clozo, ça se passait bien, mais voilà, il y a des petites choses avec lesquelles j'étais pas en accord, en tout cas pas alignées, ça me parlait pas à moi. Et le truc qui était horrible, c'est que, en fait, ma précédente expérience en free, j'avais commencé à travailler pour un organisme de formation qui s'appelle Widen. C'était trop cool, je formais des gens en reconversion, hyper intéressant, c'était trop cool sur les réseaux. Et je les avais recontactés en disant ouais, ok, est-ce qu'on peut reprendre un peu, je me remets en free, est-ce que vous êtes toujours intéressés? Eux étaient trop chauds parce que ça s'était toujours bien passé. Donc il m'a dit oui, on s'était mis d'accord sur un forfait. Moi j'avais demandé à avoir 3 jours. Pour qu'en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça en me disant j'ai 3 jours avec le même client, ça me fait une base de salaire. Ouais. Et après je vais chercher à côté, c'est du complément, mais au moins ça me rassure. Et je signe mon papier de départ et tout, je leur dis c'est bon et tout, je suis dispo, j'arrête. C'était vendredi quoi, je suis dispo lundi. Et le gars il me dit ah non mais en fait on s'est pas compris. Ah merde. Ah ouais, et il m'a dit ah non mais pourquoi t'as signé tout de suite, on devait revenir vers toi. Enfin vraiment on s'est pas compris quoi, on s'est pas compris. Ouais. Ah et du coup je me suis dit bon alors du coup je redémarre de zéro. J'avais 0 client, mais rien. Et du coup petit coup de stress, je me dis comment je vais me sortir de là, t'as le chômage mais bon. Ouais c'est pas... Trouver des clients pour que ça fasse assez. Et en fait je sais pas, tout s'est débloqué quoi. 2 semaines j'ai trouvé tous mes clients, truc de fou. Et quoi, c'est toi qui es allé démarcher et tes démarches ont fait que... Ouais. Après, il y a eu le destin, quoi. Il y a une fille qui est venue... Mon ex, à cette époque-là, était coiffeuse. Elle est venue se faire coiffer. Elle m'a dit « Ah, je lance ma marque. Du coup, je cherche quelqu'un pour m'aider. Ah, bah, c'est fou. » J'étais là. J'ai dit « Bah, voilà, enchantée. » Ça s'est fait. Franchement, ça a duré 1 an. C'était top. Donc, j'avais elle dans la mode, en plus, à Montpellier. Enfin, c'était improbable. Après, je répondais à des annonces de personnes qui recherchaient des alternants. Ça a fonctionné hyper bien. Parce que du coup, en termes de budget, bon, bah, t'arrives sensiblement à la même chose selon ce que tu proposes. Et derrière, parce que ce qu'ils recherchent souvent quand ils recherchent des alternants, c'est quelqu'un qui va travailler comme une personne expérimentée. Donc, ils s'y retrouvent un peu sur les deux points. Donc, ça avait bien marché. J'ai travaillé avec Hilton, un magasin de chaussures où ils ont c'est un gros groupe. Et après, j'avais travaillé pour c'est pareil, c'était une connaissance. J'ai vu sur LinkedIn qu'elle avait mis un post, une créatrice de bijoux, qui à l'époque était formatrice chez Widen. Donc, il y avait déjà ce lien de confiance en fait qui était établi. Et j'ai eu des formations avec Widen, mais plus ponctuelles, quoi. C'était pas 3 jours. Voilà, j'ai fait un petit peu mon truc comme ça a évolué. Et après, du coup, bon bah forcément, j'ai fini par me retrouver à nouveau en CDI. Oui. Et pourquoi cette fois ? Dans une agence. Parce que je ressentais trop une grosse lassitude sur mes missions. Le CM et tout, j'en pouvais plus. En fait, Tu faisais tout le temps la même chose. Ouais. Ça me plaisait plus.
Et ça fonctionne tout le temps avec la création de contenu, mais en fait, je sais pas, il y avait une trop grosse part de frustration chez moi, en tout cas, de la création de contenu. T'es obligé de tout faire vite, donc t'as jamais le temps vraiment de faire une création de contenu qui te plaise, qui corresponde aux tendances. Il faut tout faire vite, tout fournir vite, et tu peux moins passer de temps, c'était plus aligné avec moi. Et je me suis noté plusieurs trucs que j'avais en tête. C'était la résultante de plein de facteurs. Il y avait ça, il y a aussi le fait que je me sentais trop contrainte par mes clients parfois. Au lieu d'avoir la position que moi j'avais envie d'avoir en étant en auto-entrepreneur, c'était de conseil, d'expliquer. En fait, c'est mon expertise, c'est mon métier. C'est pas une question de rapport de force, mais je sais forcément mieux. Si tu fais appel à moi, c'est que tu as besoin d'aide. Et le problème, c'est que la plupart du temps, au lieu de se reposer sur toi, ils forcent un peu parce qu'ils ont leur vision, mais ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre ok, ta vision et ce qui stratégiquement peut fonctionner. Et donc ça fonctionne pas parce que du coup, voilà, il y en a certains où ils ont un univers particulier et ils considèrent que ça va parler à leur cible, mais bon, si tu t'arrêtes là-dessus, du coup, est-ce que tu veux que ton business fonctionne ? Comment tu veux qu'il fonctionne ? En fait, ils se posent pas les bonnes questions au bon moment et malheureusement, voilà, parfois ils sont entêtés dans ce truc-là en étant persuadés que c'est la bonne chose pour eux, leur business, donc ils le font d'une bonne intention. Mais moi, ça m'a fatiguée de devoir batailler, de devoir me plier. Et franchement, il y a parfois des trucs, je peux même pas les montrer. Genre, c'est mon travail, mais je peux pas m'en servir comme référence dans mon portfolio tellement ça correspond pas à mon travail, à ce que je veux insuffler. C'est ce que eux t'ont demandé, quoi. C'est ça. Donc c'est pas représentatif de ton travail et de ce que tu peux apporter en valeur ajoutée à quelqu'un, ça marche pas. Donc il y avait ça, il y a le fait que je me suis séparée et que du coup, financièrement, j'avais peur de pas pouvoir payer mon loyer, parce qu'il y a une grosse part de ça. Moi, ça m'impacte, le côté financier, c'est une des choses qui me fait le plus peur. Et qui fait que je suis un peu est-ce que j'y vais pas, c'est ce qui me fait le plus douter. Donc il y avait ça, ma mère qui est tombée malade, donc du coup en gros t'as la sécurité de dire ok, j'ai un boulot, que ça aille pas, mon état émotionnel, mon salaire il tombe et au moins je suis sûre de pouvoir payer mon loyer, de pouvoir continuer à vivre, m'occuper de ma mère, m'occuper de ci, ça, truc de la vie d'adulte. Il y avait ça et la solitude. Franchement, toute seule chez moi, j'en pouvais plus. J'avais envie d'échanges, de contact. Parce que tu vois tes clients, mais du coup, vu que c'est des clients à distance, tu les vois très peu. En visio et tout, c'est pas pareil, t'as pas l'échange humain. Mais c'est drôle que tu te dises ça, alors que juste avant, tu disais que justement, dans tes expériences pro, c'était l'humain qui te faisait un peu partir, tout ça. Mais là, en freelance, ça te manquait, limite, d'avoir de l'humain. Ben, disons que je dirais l'humain manager. Oui. Que j'apprécie moins. C'est plus ça, c'est plus le type de management, c'est vrai, c'est plus le type de management, la façon de driver les équipes, même les façons de faire. En fait, dans une entreprise, il y a tellement de personnalités différentes, il y a toujours un noyau avec lequel je m'entends bien et des choses qui forcément me conviennent plus ou moins. Là, j'avais besoin d'échanges, de relations humaines, et puis voilà, aujourd'hui, j'en arrive à un point où je me dis, non mais en fait, j'essaye, mais j'ai pas trouvé la bonne formule. Donc là c'est pour ça aussi la reconversion, je pense que je vais tester, je vais voir si ça va dans le bon sens, mais j'ai envie de voir des gens, de rencontrer des gens, mais aller travailler dans un café, etc., c'est pareil, c'est des dépenses en fait. J'avais pensé au coworking, je m'étais dit pour pallier à ça, mais c'était 300 € par mois, voire plus, pour un bureau nomade, enfin t'as même pas ton... C'était trop dangereux pour moi de faire ça, de prendre un cowork. Mais voilà, du coup aujourd'hui j'y retourne, j'ai su retourner. Pour ces raisons. Il y avait peut-être d'autres raisons, mais je sais plus lesquelles. Principalement, c'était celle-là. Et donc là, t'es en agence. Ouais. Et après, tu repars dans l'entrepreneuriat, mais plus du tout dans la gomme. Ouais, c'est ça. Du coup, j'entame une reconversion. J'ai commencé la formation en septembre. C'est dans rien à voir, du coup. C'est une formation pour être hypnothérapeute. Si tu veux que je t'explique le cheminement de... comment ça a pu arriver, parce que c'est vrai que ça fait un bon... Donc ça se passait pas idéalement, forcément, si j'ai envie de quitter l'agence, c'est à la fois par lassitude du métier, encore une fois, en fait je m'y retrouve plus du tout. Je pense qu'il y a aussi une question d'âge qui fait que je suis larguée, quoi. Même des trucs à la con, vu qu'on a travaillé ensemble, tu vois, le chat GPT et tout, moi je suis bloquée, je commence à peine, je me dis bon, ah, ça y est, sur certains points, je peux accepter. Je refais toujours avec mon truc, mais moi, mes wordings, j'ai appris à les faire toute seule et mais je pense que c'est vraiment une question de personnalité. C'est parce que j'aime écrire et j'aime inventer des trucs et voilà, je pense qu'il y a des gens... Après, on est toujours, encore une fois, dans cette logique de tellement vite qu'il y a un moment, je peux comprendre que ça te donne des idées, ça te donne des pistes et tu sais comment faire.
Et donc je comprends le fonctionnement, c'est juste que je trouve parfois je trouve qu'il y a des outils, s'ils sont mal utilisés, ça peut être tu perds l'essence même du taf. Et moi en tout cas ça me parle pas, mais je peux comprendre que ça parle à d'autres. Enfin, par contre j'arrive pas à suivre le move. Ouais. Et là, nos téléphones se connectent, ça partage ma fiche, je suis perdue, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin, ça va trop vite et je sens que je suis compétente dans de la strat, etc. Mais je sens que j'ai besoin de m'appuyer sur des personnes qui, elles, sont compétentes. Je sais pas, sur TikTok, je consomme, mais en tant que... pour créer des contenus, publier, etc. J'ai plus l'âge. Franchement, il y a trop d'écart. Il y a des trucs que je me dis... Il y a des contenus intéressants, mais globalement, ce que moi, j'ai l'habitude de travailler à l'agence, c'est pas... Déjà, même sur les autres réseaux, c'est pas... Voilà, c'est pas très poussé. Donc voilà, je m'y retrouve pas dans le milieu en général, quoi. Même, je sais pas, Facebook, ça change tout le temps, il y a que des mises à jour, tout devient compliqué, tout devient prise de tête, ça me saoule, je suis fatiguée. Et c'est trop de... Enfin, ça, c'est un vrai constat que j'ai fait dans mon travail en gestion de projet, etc., où du coup, je suis sursollicitée tout le temps. Et en fait, je suis sursollicitée que de négatif. Je reçois des mails de clients qui sont généralement contents, mais en général, quand ils te contactent, c'est qu'ils ont un besoin urgent, ils te préviennent au dernier moment quand il faut une campagne, donc vite, faut se dépêcher, donc c'est du stress, mais pas du bon. Les influenceurs, ils comprennent pas, il faut leur courir après, ils sont pas contents, ils font que râler quand ils te répondent à tes messages. Le reste, après, en termes d'échanges en interne, bon bah voilà, c'est pas forcément non plus des trucs, des échanges très positifs, enfin c'est tout le temps pour résoudre des problèmes. Il y a que ça. Et du coup, mais à la fin de la journée, franchement, t'en peux plus en fait. L'environnement négatif qui t'épuise. Ah ouais, franchement, ça te... Quand ça va bien dans ta vie, je pense que tu peux tenir la longueur, mais quand il y a des choses autour qui vont pas, qui sont compliquées, comme perdre sa mère, ce que j'ai pu vivre, oh mais en fait, t'essaies de t'en sortir, de sortir de ta spirale de négatif, de ton deuil, etc., qui est compliqué à vivre, mais en fait, ça te tire au fond. Donc ça, accumulé aux problèmes dans les équipes, etc., bon, c'est too much, tu vois. En fait, tu peux pas être positif à un moment, tu peux pas respirer, quoi. Et le moment où ça commence à empiéter sur le week-end, la vie perso, etc., là, je pense que c'est le moment où il faut dire mettre le haut là. Ouais, c'est que c'est vraiment pas bon. Et du coup, le cheminement pour arriver à ce métier-là, enfin, cette reconversion-là, c'était que depuis... Enfin, franchement, ça me fait penser beaucoup à mon travail en thérapie. C'est un vrai long cheminement. Depuis mes 25 ans, je travaille en thérapie sur essayer de me comprendre et de savoir qui je suis, quoi, vraiment, ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce qu'en fait, t'es la résultante un peu aussi de ton éducation, de ce que tes parents ils t'ont permis ou poussé à faire. La com, j'ai su que... Enfin, j'ai tout sans vouloir me mousser ou quoi, mais j'ai toujours été performante et tout. Je me sentais à l'aise. J'ai jamais eu de problème, enfin, j'étais toujours forte en cours, j'étais toujours forte en entreprise, j'ai toujours été valorisée par rapport à ce que je faisais. Voilà, j'ai des... Encore aujourd'hui, même dans l'entreprise où je suis, j'ai une évolution, alors que voilà, j'avais passé une année terrible, mais parce que je travaille bien, je fais bien mon travail. Mais je sais ce que je fais, j'ai confiance en ce que je fais, je suis à l'aise dans ce milieu-là. Et j'étais à l'aise depuis tout le temps. Par contre, à la base des bases, ça m'a fait repenser à ce que je voulais faire au tout début. Donc j'ai toujours eu un esprit créatif et ce que j'avais demandé à ma mère de faire comme étude, c'était elle qui me payait mes études, donc voilà, on dépend de ses parents aussi, c'était d'être styliste. Et en fait, rien à voir. Et en fait, j'avais envie de faire une mise à niveau en art appliqué, je m'étais renseignée pour pouvoir... parce que je dessinais, mais pas, enfin, voilà, pas de façon professionnelle. Mais depuis toute petite, je faisais tout le temps des dessins de tenues, on m'avait acheté des trucs de machine à coudre, enfin tu vois, ça avait tout le temps été dans ce truc-là. Et elle m'avait dit à l'époque, non, qu'elle était pas d'accord, quoi, que en termes de débouchés, ça l'inquiétait. Elle pensait que j'y arriverais, mais je pouvais pas en vivre, que je pouvais faire ça à côté. Donc je m'étais dit, bon, ok, tant pis, j'ai pas le choix. Et donc j'avais essayé de trouver la solution pour faire un truc en lien avec le créatif, le fait de dessiner, etc. C'est pour ça qu'au début, je m'étais dit, ok, DA, graphiste, ça marche, ça peut le faire. Donc j'étais partie là-dedans. Et bon, jusqu'à ce que je me rende compte que ça fonctionnait pas du tout avec les personnes avec qui j'étais... Enfin, vraiment, les DA, ils ont un univers... Enfin, c'est vraiment une personnalité à part entière, quoi. Ils sont vraiment dans une bulle... J'étais pas là-dedans, quoi. Ça marchait pas. Je me sentais pas à l'aise. Et donc, bref, j'ai retracé tout ça. Et après, en fonction aussi de mes... Donc, à retenir de ça, c'était le côté créatif. J'ai envie qu'il y ait un truc qui me stimule, qui puisse me faire bouger mon imagination, où je dois innover, etc. Et après, il y a un autre aspect, c'était justement l'humain. Et mon empathie, en fait, il y a des débats sur l'hypersensibilité, etc. Je me qualifie pas d'hypersensible, j'en sais rien. En tout cas, hyper empathique, ça c'est sûr. Et ça peut être quelque chose de dur à vivre parce que du coup, ça te remonte beaucoup de trucs qui te font de la peine.
Quand je croise un SDF, j'ai hyper de peine. Je me mets à sa place, je me mets à la place de tout le monde et du coup je ressens ce que peuvent ressentir les autres et ça peut te mettre pas bien. Par contre, tu peux aussi en tirer profit. Et c'est ça où je me suis dit, ok, je ressens toutes ces choses-là, parfois c'est pas agréable, d'autres fois c'est cool, mais j'ai envie d'en tirer profit et de me dire, ok. En fait, c'est sûr, quand t'as une hyper-empathie, tu peux aider des gens. Pour moi, c'est évident parce que tu peux plus facilement ou te mettre à leur place ou comprendre et écouter ce qu'ils disent. Souvent, c'est ça, c'est que t'as beaucoup d'écoute. Et c'est une qualité aussi, comme un défaut, mais ça peut être aussi une qualité. Donc il y avait ce côté-là, et après, il y a aussi le fait que, quand je fais le point sur mes expériences pro, là où j'ai tiré le plus de satisfaction, c'était que des métiers, ça va être improbable, hein, des trucs dans lesquels j'ai eu la sensation vraiment tangible d'aider les gens dans leur vie et que ça les aide vraiment physiquement, que ça leur fasse du bien. Et du coup, ça me rendait trop contente. J'étais hyper... Mais à quel moment dans tes expériences t'as ressenti ça ? Alors, c'était du coup pas du tout dans la com. Ouais. C'est quand j'étais étudiante et que je faisais de l'aide à la personne. Okay. J'allais faire le ménage et j'allais avec des personnes âgées qui étaient seules, souvent isolées, qui avaient besoin, qui avaient personne à qui parler, ils avaient pas trop de famille. Mais franchement, et c'était trop drôle parce que du coup, tu rencontres que des personnes mais improbables. En plus, toutes les femmes de ménage de l'agence, elles m'avaient donné leur pire cas, entre guillemets, hein, ce qu'elles considéraient comme étant les pires. Okay. Donc je tombais dans des univers, mais des trucs de fou. Je suis tombée en haut d'une montagne, j'avais pas de réseau. J'étais vraiment perdue, déconnectée du monde. Ils habitaient dans une ferme. La mamie, elle avait 103 ans, elle dormait au-dessus de l'étable. De l'écurie, je sais même pas comment, là où il y a des moutons, je sais pas comment ça s'appelle, en dessous, enfermée. Elle était au-dessus, mais je lui faisais bouillir son eau avec de l'eau de pluie que je ramassais dans un tonneau. Pour faire le ménage, je faisais avec ça. Elle m'avait dit, ouais, tu feras attention, il faut pas avoir peur, mais il y a des souris dans son lit, c'est ses amis. J'étais là, ok. Donc c'était la mamie, et il y avait son fils et sa belle-fille qui vivaient dans la maison, sur le même terrain, plus loin, mais c'était... En fait, t'avais l'impression de faire un saut en arrière dans le temps. Mais carrément. Quand je faisais signer ma fiche de présence, je me souviens une fois, j'avais trop peur tout le temps d'y aller. Parce qu'ils faisaient un peu peur, quoi. C'était un peu des Russes, tu vois, ils avaient plus de dents et tout, ça avait un peu peur. Ils étaient très pauvres. Et je me souviens une fois, ils étaient pas venus signer ma fiche de présence chez la mamie, donc j'ai dû aller dans leur maison et j'osais pas toquer et tout. Je me suis approchée et je vois le mec, franchement, tout débraillé sur son fauteuil, le pantalon baissé. Et il disait, oh, elle est où la bonne ? Elle est où elle est venue la bonne ? Comme ça, c'était moi la bonne. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais trop peur. Mais c'était fou. Parce que cette mamie, tu vois, elle a 103 ans. Et c'était une dinguerie. J'ai réussi à choper, mais peut-être 3 minutes sur YouTube de réseau. Et j'ai pu lui faire écouter. Elle me parlait de ses balles, etc. Où elle allait quand elle était jeune, de la musique qu'elle écoutait. Et je lui ai fait écouter. Mais je te jure, je sais pas, ça m'a marqué pour toujours. Là. Ouais. Quand elle a pu entendre à nouveau l'expression qu'elle avait sur son visage. Mais franchement, ça m'émeut. C'était incroyable. Et tout, tu voyais que tu leur faisais du bien. Il y a des mamies, elles venaient, elles faisaient genre, elles défaisaient son lit, elles me disaient, c'est bon, vous pouvez juste refaire le lit. Et elle me servait un jus d'orange et elle me parlait pendant 1 heure, tu vois. Ils avaient trop besoin de ça, et moi, ça me faisait trop du bien, j'étais trop contente. Et il y avait cette expérience-là qui m'a vraiment beaucoup marquée. Après, quand j'ai travaillé aussi pendant mes études, j'étais vendeuse chez Koukaï. Et il y avait un vrai conseil. C'était pas juste, tu vois, t'as un rayon, il y avait que 2 tailles en rayon. Donc du coup, ça poussait les gens à te demander la taille, créer un contact, un lien. Aujourd'hui, voilà, on te met les promotions en avant, ou alors on te laisse toute seule, juste on fait du restock, et voilà. Et là, il y avait un vrai travail de conseil, et c'était génial, franchement, parce que du coup, tu rencontrais plein de personnes, elle te faisait, tu sentais que vraiment elle te faisait confiance, moi, je donnais vraiment mon avis pour de vrai, ça allait pas, tu vois. Et je sais pas, c'est pareil, tu les voyais partir, elles étaient trop contentes, t'avais vécu une vraie expérience avec elles, c'était hyper satisfaisant, donc ça, j'avais adoré. Et après, il y a des choses voilà, qui sont pas de l'ordre professionnel, mais quand ma mère elle était malade, tu as des petits... Je l'ai aidée du coup tout le long de la maladie, ça a duré 2 ans quand même. Ben tu vois, bon, voilà, un moment où elle était à l'hôpital, je sais pas, les infirmières elles avaient pas tout le temps de nettoyer. Au début, elle était pas dans un bon service avant d'aller au palliatif, ce qui aurait été le service approprié pour l'accompagner. Mais ça l'a bloquée, elle avait pas envie, donc elle était dans un service de chirurgie. Okay. Du coup, ils sont pas du tout formés pour accompagner les gens en fin de vie, ça marche pas. Donc, ils ont pas la même empathie, je pense, ils ont pas la même attention, ils ont pas les mêmes protocoles. Au palliatif, elle se faisait masser avec des huiles essentielles et tout, des trucs. C'était aux petits soins, tu vois, même si elle était endormie, ils faisaient ça. En chirurgie, c'était pas pareil, quoi. Donc, souvent, ils laissaient des bassines qui sentaient pas bon, des trucs comme ça. Et le fait de m'en occuper, d'être là pour elle, tu vois, de pouvoir lui nettoyer sa bassine et tout. Tout le monde me disait, mais Camille, arrête de faire ça, arrête, c'est trop, tu t'impliques trop. Mais en fait, moi,
Je me disais, ouais, mais en fait, au moins, elle est pas dans une odeur de pipi qui pue, là. J'en sais rien, tu vois, au moins, elle se sent confortable. J'ai l'impression de l'aider, et ça l'aide vraiment. Et ça me faisait du bien. Je me sentais utile. Ouais. Voilà, je pensais ça, utile. Parce que je me sens inutile au taf. Ouais. Je vois pas... C'est ça qui te manque. Ouais. Je sais que, voilà, c'est cool, mes clients, ils sont contents, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je fais bien mon travail, c'est pour eux, mais... humainement, enfin, je suis utile dans quel genre de système? Ouais, voilà, c'est pas... ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, avec tout ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que vraiment, là, je suis pas épanouie, ça me va pas. Et forcément, du coup, tu te tournes vers le médical. Je me suis dit, j'ai cherché en priorité là-dedans. Je me suis dit, peut-être orthophoniste. Et en fait, après, il y a aussi le truc de se dire, bon, bah, combien de temps je suis prête à être formée? Parce que, voilà, quoi, franchement... Les études et tout... Ah ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont très chauds là-dedans, mais alors moi, ça m'ennuie, quoi. J'ai pas envie, je suis incapable. Puis l'ordre financier aussi, où tu te dis, d'accord, je vais faire quoi? Je vais faire une formation pendant 1 an, je gagne comment mon argent? Ça marche pas, quoi. Du coup, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait aider, qu'est-ce qui pouvait être intéressant, et qu'est-ce qui pouvait être fait rapidement. Et je trouvais pas. Franchement, je galérais, je trouvais pas. Et en fait, on a organisé je pense que c'est le destin, chacun croit en ce qu'il veut, mais... on a organisé un after-work. À cet after-work, je sais pas si tu te souviens, mais on avait rentré une cliente qui était hypnothérapeute. Je sais plus comment elle s'appelle, et on devait déployer sa strate digitale, etc. Et je me suis retrouvée dans la salle où on avait mis toutes les dotations, etc. Avec une cliente de je sais plus quel truc, IMC Toys, je crois, je sais plus. Et cette femme. Et du coup, ben, j'ai parlé un peu de ce qu'elle faisait, leur entreprise et tout. Et je sais pas, mais révélation. Et elle travaillait avec les enfants notamment. En fait, c'est ça qui m'a donné trop envie, c'est qu'elle m'a dit qu'avec les enfants, du coup, elle fait de l'hypnose. Elle les accompagne dans les alentours de Montpellier. Et elle m'expliquait que pour les enfants, c'était génial parce que du coup, elle avait tel et tel jeu. Voilà, elle pouvait leur faire... Et je me suis dit, putain, mais c'est un truc de fou. En fait, ça peut être créatif. Parce que du coup, quand t'accompagnes les enfants, tu peux pas les accompagner en hypnose comme une personne adulte où tu lui fais surtout prendre conscience de son corps, fermer les yeux, l'enfant il va dire pas du tout, il va se lever au bout de 2 secondes. Bah, il faut user de créativité pour créer un monde imaginaire, s'intégrer dans le sien, c'est plus toi qui vas dans le sien que l'inverse. Et voilà, ça m'a trop donné envie. Je lui ai demandé quelles études elle avait fait, combien de temps avait duré la formation, c'était une formation courte. Et de là, je me suis dit, bon bah go, je vais me renseigner, et en fait je sais pas, ça a été évident quoi. Du coup, j'ai trouvé mes organismes de formation, j'en ai trouvé à Montpellier. Et moi, je veux me spécialiser par contre tout de suite, c'est pareil, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, donc avec les enfants. J'imagine parce que j'ai vécu des trucs quand j'étais enfant pas cool et que je me dis, pareil, j'ai envie de les aider. Parce qu'en vrai, je me dis, la répercussion que ça peut avoir, c'est des petites choses, je sais pas, il y a des enfants qui arrivent pas à faire pipi, j'en sais rien, pas à faire caca, qui arrivent pas bien à dormir, qui arrivent pas... Mais il y a forcément un lien avec quelque chose. Et si, dès le début, dès qu'ils sont enfants, tu leur donnes la clé pour passer... au-dessus et pouvoir tu les aides vivre. Après pour toute leur vie quoi. Bah ouais, c'est un truc de fou, t'évites que ça se répercute et que ça fasse effet boule de neige et que plus tard tu te retrouves adulte comme on se retrouve tous la plupart en mode en PLS, il y a tout ça à gérer, c'est horrible. C'est trop bien l'impact que ça peut avoir, même sur l'instant T quoi.